Bonjour, merci beaucoup à l'équipe de Migration Santé pour cette invitation. Je suis très heureuse de pouvoir échanger avec vous sur une question qui va nous occuper ce matin, qui est la question des modèles familiaux et des migrations. Et donc, en préalable, je voulais souligner quelques points. En premier lieu, le fait que l'épreuve de la mobilité nous éprouve à différents niveaux, qu'elle éprouve notamment nos liens sociaux et nos représentations, et que les migrations ont un impact à la fois sur les individus, mais aussi sur les structures familiales et les liens aux institutions. Et c'est un point sur lequel je pense qu'il est intéressant de s'arrêter, de regarder un petit peu dans le détail ce qui se joue. Je voudrais aussi souligner en préalable que ces questions et ces tensions se posent de manière particulière pour les jeunes, c'est-à-dire à un âge de la vie où il y a une sensibilité accrue aux inégalités à la fois individuelles et à la fois structurelles. Et elle se pose également de manière particulière pour les jeunes, puisqu'ils peuvent incarner dans certains discours une figure de la menace. Ça, c'est vrai depuis plusieurs siècles. Donc, ce que je vous propose ce matin, c'est de commencer par envisager un petit peu plus spécifiquement comment les différences de modèles familiaux pèsent sur les rapports entre les descendantes et les descendants de migrants et les institutions. Et ça implique de se mettre d'accord au préalable sur ce qu'on appelle la famille. Donc après vous avoir présenté une définition de la famille qui peut permettre d'englober différents modèles familiaux, je vais essayer de penser comment ces modèles peuvent être bousculés et amenés à se transformer sous l'effet des migrations. Sachant que cette intention, elle en contient une autre, à savoir proposer une réflexion sur les relations entre les descendantes et les descendants de migrants et les institutions. Et pour ce faire, je m'appuierai sur une petite recherche que j'ai menée il y a déjà plusieurs années sur l'emploi du terme blédard en région parisienne. Et donc, on s'appuiera sur ces emplois de ce terme, sur la manière dont il peut se manifester dans les échanges entre jeunes, pour essayer de questionner un petit peu plus spécifiquement les relations entre jeunes et institutions. Alors, pour commencer, une définition, ça marche, c'est génial, une définition de la famille. Et donc, avant de m'intéresser aux différences qu'il peut y avoir entre des modèles familiaux différents, j'essaierai de définir, de caractériser ce qui globalement fait famille d'un bout à l'autre du monde. Et pour ce faire, je vous propose de s'appuyer sur les travaux de l'anthropologue George Murdoch, qui définit la famille comme un groupe social avec 3 facteurs. La cohabitation, le fait de vivre ensemble, la coopération, le fait d'entretenir des liens de solidarité, et la procréation, donc le fait d'enfanter. Et il souligne donc la famille, elle inclut des adultes des 2 sexes, dont 2 au moins entretiennent des relations sexuelles socialement approuvées, ainsi qu'un ou plusieurs enfants, qui peuvent être enfantés d'ailleurs ou adoptés, et qui sont issus de cette union. Petite parenthèse, aujourd'hui, dans le recensement français, quand on parle de famille, on parle de la famille cohabitante, c'est-à-dire de personnes qui vivent dans un même ménage. Mais quand on regarde les choses un petit peu plus en détail, on se rend compte que quand on parle de famille, il y a 2 types de relations qui sont centrales, les relations d'alliance et les relations de filiation. C'est-à-dire d'un côté des liens biologiques et un schéma légal de reconnaissance de l'enfant, et d'autre part des liens sociaux qui peuvent être marqués par la solidarité, ou qui devraient l'être en tout cas. Donc des principes d'alliance et de filiation. Quand on parle de filiation, concrètement, on parle de ce qui fait les descendants. Principe de descendance, et aussi, à travers souvent ce principe de descendance, la question de la solidarité. Vous savez, on parle parfois de lien du sang. Pour aller très vite, parce que c'est très schématique, mais juste souligner que la filiation, elle n'est pas que patrilinéaire, comme dans le Code Napoléon. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours, dans toutes les sociétés, historiquement, le père qui transmet son nom. Et on a des exemples historiques de sociétés matrilinéaires, donc où la mère transmet son nom, par exemple sur la côte est de l'Afrique, aux Comores et dans le judaïsme. Voilà un petit peu pour les principes rapidement de filiation. En ce qui concerne maintenant l'alliance, le cœur souvent de l'alliance, c'est la question du mariage. Et ce mariage, nous dit Martine Xibera, c'est une institution aussi universelle pour les sociétés que la pratique de la sexualité peut l'être pour les individus. Donc on observe à peu près partout une construction sociale du mariage qui vise à assurer la continuité des sociétés et qui fixe également toutes les règles de transmission du patrimoine, de la descendance, de la famille et de l'organisation familiale, à partir théoriquement de l'amour entre 2 individus. Donc sur cette base-là, on peut essayer de caractériser ce qu'on pourrait appeler un modèle
traditionnel de la famille, c'est-à-dire un modèle où les liens biologiques, juridiques et affectifs coïncident, c'est-à-dire s'incarnent dans les mêmes personnes. Autrement dit, concrètement, ceux qui ont le statut social de parents sont des ascendants biologiques et élèvent leurs enfants. Donc on a un modèle qui définit ce qu'est un parent, un père, une mère, sachant que cette tradition-là peut s'incarner dans des formes très différentes. Par exemple, dans les minorités tibéto-birmanes, Na et Mozo, la notion de père n'existe pas et les enfants sont élevés par le ou les frères de leur mère. Et on a, quand on fait de l'anthropologie de la parenté, énormément d'exemples de divergences sur qui est appelé maman, qui est appelé papa, qui est appelé frère, qui est appelé sœur, qui est appelé cousin, qui est appelé cousine. Donc ça, c'est intéressant d'avoir quand même en tête que ce sont des catégories relatives, c'est culturel. Il n'y a rien là-dedans, finalement, de naturel. En tout cas, quoi qu'il en soit, avec ce modèle traditionnel, on a une définition assez codifiée de la parenté et de l'alliance, toutes deux très étroitement imbriquées. Et cette définition-là, elle a évolué, du moins en France, sous l'effet de plusieurs mutations. Certains considèrent que l'âge d'or de la famille en France, c'était au moment du baby-boom et de la stabilité des couples, et que depuis les années 60, grosso modo, on observe des restructurations avec l'assouplissement des contrôles sociaux de la contraception et de l'avortement notamment. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que désormais, on a une procréation qui est fréquemment dissociée de la sexualité. On a des mères qui participent de manière plus accrue au marché du travail. Et on a également une dissociation entre parentalité et conjugalité, avec des parents qui ne vivent pas en couple, des parents célibataires, des parents divorcés, des parents séparés, et des couples qui font le choix de ne pas avoir d'enfants. Donc parentalité et conjugalité sont quand même beaucoup moins étroitement entremêlés que ça a pu être le cas avant les années 60. Très souvent, ces changements-là sont identifiés, sont lus à la lumière des changements démographiques. Et on va parler de la fécondité à la baisse, de l'instabilité des couples, des activités rémunérées des femmes mariées, de l'individualisation des résidences, etc. En tout cas, quoi qu'il en soit, on observe une remise en cause des règles de l'alliance et de la filiation. Et on observe également que de plus en plus, les choix conjugaux, en fait, choisir son mari, sa femme, relèvent plus de la sphère individuelle et sont plus légitimés par la quête d'épanouissement individuel que de phénomènes institutionnels, que du poids de la famille notamment. Et parallèlement, on observe des formes de stigmatisation des familles monoparentales. Et c'est intéressant de s'arrêter un petit peu sur cette stigmatisation. J'y reviendrai en conclusion parce qu'on a vu que c'était une des catégories explicatives qui avait pu être mobilisée cet été suite aux violences urbaines. C'était une des grilles de lecture d'expliquer les violences par la monoparentalité. Et c'est d'autant plus surprenant, si on prend un peu de recul, que finalement, cette catégorie de famille monoparentale, au départ, a été constituée pour éviter la stigmatisation des filles mères, des femmes divorcées, etc. Donc c'était une volonté de rompre avec la stigmatisation. Et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas tout à fait le cas. Autres familles qui peuvent être stigmatisées, celles dont les membres sont issus de pays disqualifiés, c'est-à-dire pas toutes les familles ayant un vécu migratoire, mais les familles ayant un vécu migratoire qui sont liées à un pays qui, dans la hiérarchie des pays, sont plutôt en bas. Hiérarchie implicite. Alors très concrètement, et dorénavant, je vais m'exprimer en reprenant un peu les modalités de catégorisation de l'INSEE. Donc on va parler plutôt de descendantes et de descendants d'immigrés, c'est les termes de l'INSEE. Donc 2019-2020, on compte en France métropolitaine 9% des personnes immigrées, 12% des descendantes et des descendants d'immigrés de deuxième génération, et parmi les moins de 60 ans, 10% de descendantes et de descendants d'immigrés de troisième génération. Avant de rentrer plus en détail sur ces questions, je voudrais juste souligner 5 points préalables. Alors, je ne sais pas du tout si c'est lisible, mais en tout cas, j'ai essayé de les mettre et de les faire figurer, et qui me semblent importants pour déconstruire un peu les images globalisantes de ce que peut être une famille avec un vécu migratoire, et qui permettent, je pense, de réintroduire un peu de nuances et de finesse dans le questionnement. Premier point, quand on parle de famille et de migration, la migration, elle peut concerner soit l'ensemble d'une unité familiale, le père, la mère, les enfants, etc., ou seulement un des membres de l'unité familiale, un parent, un frère, une sœur. Et quand c'est seulement un des membres de l'unité familiale, ça ne veut pas dire qu'elle ne marque pas également l'ensemble de la famille.
ce qu'on observe souvent, c'est qu'il y a des incidences sur le statut et la place de la famille, à la fois dans le pays de départ et à la fois dans le pays d'arrivée. Il y a quelque chose qui se joue en termes de statut social. Et on observe également que les migrations, elles peuvent conduire à une restructuration familiale avec, par exemple, des frères cadets qui vont prendre le rôle du frère aîné suite à un événement migratoire. Ça, c'est le premier préalable. Le deuxième, c'est d'insister sur le fait que l'histoire familiale, elle est souvent marquée avant, pendant et après l'événement migratoire, et que c'est important de penser la migration aussi et l'expérience dans cette continuité. Qu'est-ce qui s'est joué avant, qu'est-ce qui s'est joué pendant, qu'est-ce qui s'est joué après. Troisième point, les relations familiales, elles sont souvent affectées à différents niveaux, puisqu'on a ceux qui restent, qui imaginent la vie de ceux qui sont partis, et ceux qui sont partis qui peuvent penser à leur vie d'avant. Abdelmayek Sayad parle d'ailleurs à cet égard de double absence. Quatrième point qui me semble important, c'est que les migrations peuvent être masculines ou féminines, et qu'aujourd'hui on observe qu'il y a de plus en plus de femmes qui migrent seules en laissant leurs enfants à leurs parents ou à leurs grands-parents, par exemple, quand elles en ont. Et puis, dernier point, les références culturelles peuvent évoluer, puisque la migration peut aussi conduire à l'émergence de nouvelles configurations familiales avec les couples dits mixtes notamment. Tous ces aspects-là, je voulais insister là-dessus parce qu'ils sont souvent déterminants en matière d'expérience vécue, mais qui peuvent être souvent occultés au profit d'une question qui est souvent la plus saillante quand on parle de migration, à savoir comment se confrontent les modèles familiaux traditionnels et ceux de la société d'accueil. Avec en sous-texte, vous l'avez compris, l'idée d'une opposition entre tradition et modernité qui me semble assez urgent de déconstruire. C'est d'autant plus nécessaire d'opérer cette déconstruction que le vécu migratoire implique des bricolages. Bricolages pour faire face aux déséquilibres qui sont générés par la précarité économique et administrative, mais aussi par le racisme et l'expérience des discriminations. Et quand on s'intéresse à ces bricolages, on se rend compte sur le terrain que les ressources qui sont issues des territoires, notamment à l'échelle des quartiers et des réseaux de sociabilité, peuvent jouer un rôle déterminant. Peut-être parfois plus conséquent que les fameux liens du sang en matière d'expérience de la solidarité. Et quoi qu'il en soit, les institutions sont parfois imperméables à ces évolutions et peuvent contribuer à renforcer les stigmates à l'égard des familles migrantes. Ce que je voudrais vous proposer maintenant, c'est de poser un regard sur les liens entre les descendantes et les descendants de migrants, et particulièrement les jeunes, et les institutions, en commençant par parler du regard que les institutions peuvent poser sur les familles et sur les jeunes. Et je m'intéresserai plus spécifiquement à 3 types d'institutions, la justice, l'école et le marché du travail. Et puis, en décalant un peu le regard dans un dernier temps et en vous présentant quelques résultats de l'étude dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, quand on s'intéresse au regard des institutions, il faut d'abord considérer que la migration, c'est une question de droit. Droit de la migration, droit du séjour, droit de l'asile et droit du famille particulièrement. Et observer comment s'exerce ce droit, c'est aussi se confronter à différents niveaux de suspicion, à des choses qui créent le doute, qui créent la suspicion. Suspicion relative à l'alliance, avec tous les débats qu'il peut y avoir autour des mariages dits mixtes, où le législateur puis les autorités judiciaires peuvent vouloir empêcher des mariages dits de complaisance ou encore, pour reprendre une expression médiatique, les mariages dits blancs. Et suspicion également sur l'affiliation, avec tout ce qu'on a pu observer également autour des questions de regroupement familial, mais aussi d'adoption, de kafala, etc. Voilà très rapidement, mais je pensais que c'était important de le souligner, sachant que la justice n'est pas la seule institution qui est concernée par les familles en migration et qui n'est pas non plus la seule institution à avoir un impact sur l'expérience des familles ayant une expérience migratoire. C'est aussi le cas, je vous le disais, de l'école et du marché du travail. Et pour rentrer un petit peu plus dans le détail, je vous propose de s'arrêter sur des données qui sont issues des enquêtes Théo. Donc Théo, c'est trajectoire et origine. Enquête longitudinale menée par l'INED et par l'INSEE avec des données chiffrées qui sont, enfin des masses en tout cas, qui sont importantes et qui permettent de tirer des conclusions un peu rigoureuses. Première chose que montrent ces études, et particulièrement l'enquête Théo2, il y a une large croyance des descendantes et des descendants d'immigrés en la méritocratie.
Quand on s'intéresse notamment au vécu des discriminations et au sentiment de justice, on se rend compte qu'il y a un sentiment très fort de justice qui prévaut à l'école pour les descendantes et les descendants de migrants, mais qui prévaut à l'école jusqu'au moment de l'orientation. Quand on s'intéresse à leur expérience de l'orientation, là s'exprime assez régulièrement le sentiment d'un vécu d'injustice. Deuxième conclusion à laquelle on peut arriver en regardant les résultats des enquêtes Théo, l'influence de l'origine sur la réussite scolaire. Sachant que de manière générale, la réussite scolaire, elle est déterminée par plusieurs facteurs. Vous avez beaucoup de travaux là-dessus. Certains parlent d'ailleurs de réussite éducative pour ouvrir le spectre. Premier facteur déterminant, le milieu social et plus spécifiquement le capital scolaire des parents. Deuxième facteur qui joue un rôle important, l'effet établissement. Est-ce que vous êtes scolarisé dans un établissement plus ou moins prestigieux ou plus ou moins ségrégué ? Ça va avoir un impact sur vos résultats scolaires et sur la valeur de vos diplômes. Troisième facteur important, la fameuse question de la coéducation, à savoir la collaboration entre les parents et l'école. Si on regarde un petit peu plus en détail ce qui se joue à cet endroit-là, et je pense que c'est important de le faire, on se rend compte que dans les pays occidentaux, ce qui est valorisé, c'est un style parental souple et démocratique. Le fait qu'au sein de la famille, il y a une mise en valeur de la communication, il y a une mise en valeur des relations entre enfants et parents, et il y a une mise en valeur des activités communes, réalisées avec père, mère, fils, fille, etc. Et on se rend compte également qu'à l'école, à l'inverse, les modèles qui sont basés sur la distance entre parents et enfants, les modèles qui sont plus axés sur l'exercice de l'autorité peuvent être considérés comme rétrogrades et peuvent être disqualifiés par les enseignants. Deuxième constat sur la coéducation, en cas de difficultés scolaires ou de comportements jugés problématiques, souvent parents et écoles se rejettent la faute l'un sur l'autre. On observe un gros dysfonctionnement de la coéducation dans ces situations difficiles. Et on peut voir que les parents immigrés sont accusés d'être soit démissionnaires, soit inadéquats, soit absents. Et on peut voir là une attitude assez paradoxale de l'école qui, à la fois, leur demande de collaborer, mais en même temps leur dénie la compétence nécessaire à cette collaboration. Et ces tensions qui peuvent se jouer en matière de coéducation vont avoir un impact sur l'estime de soi des élèves, estime de soi qui est aussi un facteur de réussite scolaire. Paradoxalement, parallèlement et paradoxalement, on se rend compte qu'il y a une mobilité éducative qui est très importante chez les enfants d'immigrés. Quand on parle de mobilité éducative, on parle de la progression effectuée depuis la génération précédente, c'est-à-dire si mes parents ont un diplôme de niveau Bac+2, la mobilité éducative, ça va être d'avoir un diplôme de niveau Bac+3 ou plus. Et là, ce qui est assez intéressant à observer comme résultat des enquêtes Théo, c'est que plus de 70% des enfants d'immigrés ont un diplôme qui est plus élevé que celui de leurs parents. C'est particulièrement vrai pour les filles, quand on regarde dans le détail, ça l'est un petit peu moins pour les enfants d'immigrés originaires d'Europe du Sud, du Maghreb et surtout de la Turquie. Donc là, on se rend compte qu'il y a aussi un impact du genre et de l'origine géographique. En même temps, avoir un diplôme du supérieur ne garantit pas un égal accès au marché du travail. Et je voudrais m'arrêter maintenant sur cette dernière institution qui est le marché du travail, puisqu'on a des données assez solides sur la part de diplômés du supérieur qui exercent une profession intermédiaire ou supérieure, qui correspond à leur niveau de diplôme. Cette proportion, elle est de 77% pour les descendantes et les descendants de natifs, autrement dit, les gens qui n'ont pas d'expérience migratoire au sein de la famille. Elle est en revanche de 68% pour les descendantes et les descendants d'immigrés originaires du Maghreb. Je reprends les catégories de l'INSEE. Elle est de 69% pour les descendantes et les descendants d'immigrés originaires d'Afrique subsaharienne et de 71% pour les descendantes et les descendants d'immigrés originaires de Turquie et du Moyen-Orient, qui rattrapent ici le retard qu'ils avaient en matière de réussite scolaire. C'est assez frappant quand on regarde les résultats de l'enquête Théo. En même temps, il faut là encore jeter un petit coup d'œil à l'impact du genre, comment le fait d'être un homme ou une femme agit sur l'accès au marché du travail et plus particulièrement aux fonctions plus qualifiées. Et là, on se rend compte qu'il y a un écart marqué entre hommes et femmes
Et il me semble qu'on peut interroger cet écart, se demander en quoi finalement le fait d'avoir des représentations sur les modèles familiaux et sur la place de la femme dans la famille réelle ou supposée, dans la famille fantasmée, dans la famille projetée, peut avoir un impact à cet endroit-là. Et là, ce qu'on réalise, c'est que seuls 64% des descendantes d'immigrés maghrébins ont accès à ces professions intermédiaires ou supérieures. Seuls 63% des descendantes d'immigrés turcs ou moyen-orientaux et seuls 59,7% pour les descendantes d'immigrés africains autres que Maghreb. Donc ça nous dit aussi quelque chose des représentations à l'œuvre sur le marché du travail, puisque là on est vraiment toute chose égale par ailleurs au niveau du diplôme. Voilà, c'est quelques résultats et je pense qu'ils sont intéressants parce qu'ils permettent d'objectiver les intuitions qu'on peut avoir parfois sur le terrain quand on accompagne des gens dans leur recherche d'emploi ou quand on accompagne des personnes qui n'ont pas eu accès à des emplois correspondant à leur niveau de qualification. Pour finir, je voudrais vous proposer un petit regard un peu décalé sur le rapport des institutions aux jeunes, enfin le rapport aux institutions des jeunes. Et ce regard décalé, je voudrais m'appuyer sur des observations que j'ai pu faire quant aux usages du terme blédard dans les échanges entre jeunes dans des villes de la région parisienne il y a quelques années. Ville de la région parisienne où moi je travaillais avec des lycéens et des collégiens, donc c'est vraiment des observations entre eux, enfin des observations des échanges qu'ils pouvaient avoir entre eux qui m'ont amené à ces questionnements que je vais vous livrer et qui sont des questionnements à la fois sur l'origine du terme, d'où ça vient, pourquoi ils en parlent comme ça et pourquoi ils en parlent autant, et sur ses usages contemporains. Alors, quelques mots sur l'origine du terme. Donc, le terme blédard est attesté en France dès la fin du XIXe siècle. Il appartient à l'origine au registre de l'argot militaire et il désigne de façon péjorative ceux qui exercent leurs fonctions militaires en Afrique du Nord. Voilà pour le contexte. Et il est construit à partir du dialecte algérien blad, qui est lui-même issu de l'arabe classique bilad, dont la francisation va donner bled. À la fin des années 40, on observe que le terme prend une valeur un petit peu plus positive, voire affective, et va désigner de manière plus large le lieu d'origine. Aujourd'hui, je pense que c'est toujours le cas, vous me direz si ce n'est plus le cas, mais je crois entendre encore les jeunes l'employer. C'est un terme qui est souvent présent dans les échanges qu'il peut y avoir entre jeunes, avec notamment cette idée que le blédard, c'est quelqu'un qui vient d'un pays du fin fond de la brousse. Je cite une jeune fille que j'avais interviewée, qui ne connaît rien du tout, qui ne sait même pas comment ça marche une télévision. Donc, on voit bien à travers ce premier extrait d'entretien que le terme désigne un primo-arrivant doté plutôt de l'image d'un rural. En même temps, le visage de l'altérité qu'il désigne n'est pas que défini en fonction de critères géographiques, puisque finalement, ce qui est assez central dans ces usages contemporains du terme blédard, c'est le décalage par rapport aux codes et usages sociaux. Mathie, par exemple, nous dit disons que, par exemple, une personne vient d'Afrique en France et qu'en Afrique, il mangeait à la main. S'il mange à la main en France, on va l'insulter de blédard. On voit bien que ce qui est en question, finalement, c'est le décalage, la méconnaissance des codes et usages sociaux, plus que l'origine géographique à proprement parler. Et par extension, tout décalage, notamment par rapport aux usages des biens matériels. Je vous ai mis un dernier extrait de verbatim. Ils peuvent le dire à quelqu'un qui aura le tout dernier portable, qui commande son four à distance. Ils le disent quand quelqu'un les énerve. Donc on voit bien qu'il y a différentes invalences du terme qui est employé dans des contextes et des situations assez différentes, en tout cas moi dans les observations que j'ai pu faire, et qui témoignent en même temps de l'existence de marqueurs différentiels assez originaux. Moi, mon hypothèse, c'est que ces marqueurs différentiels, ils sont porteurs d'informations sur des phénomènes intrafamiliaux. Et que comprendre ces phénomènes, ça implique de s'intéresser à ce qu'on appelle l'exosocialisation des jeunes, c'est-à-dire la première socialisation en dehors de la cellule familiale, notamment au sein de l'école, etc. Et à s'intéresser à ce moment où les jeunes prennent conscience des décalages qu'il peut y avoir entre leur famille et les institutions. Et donc, il me semble que ces emplois du terme blédard reflètent plutôt, finalement, une mise à distance qu'un rejet. On a des jeunes qui peuvent se retrouver au croisement de différentes institutions, la famille d'une part, l'école de l'autre,
et qui vont, à l'issue des expériences de ces croisements, créer des nouvelles catégories d'appréhension, à la fois d'eux-mêmes et à la fois de l'autre. Et je trouve ça assez intéressant, finalement, que pour traduire cette tension-là, ce moment un peu charnière, ils emploient un terme d'origine arabe qui est lié à l'histoire coloniale française, qui vont, eux, mettre en rapport avec l'histoire de l'immigration, tout en créant une catégorie qui souligne à la fois des différences de pratiques, la gêne qui peut découler de ces différences de pratiques, mais aussi, pourquoi pas, l'inégale répartition de certains biens de consommation, hein, je pense aux fours qui se commandent à distance, et le pouvoir que peut conférer la maîtrise des savoir-faire liés au four à distance et à d'autres biens. Voilà, donc en même temps, ces usages, ils mettent en lumière la distance que peut faire naître l'exosocialisation au sein des familles dites immigrées, et ce sentiment de décalage qui peut parfois créer de la gêne ou de la honte. Et ce terme, me semble-t-il, enfin, il nous dit quelque chose de leur appartenance à une culture singulière qui n'est pas tout à fait celle des parents, mais qui n'est pas tout à fait non plus celle de l'univers institutionnel dans lequel ils évoluent. Voilà, pour conclure, quel regard peut-on porter sur les modèles familiaux et les migrations ? Je voudrais revenir un petit peu sur cette médiatisation suite aux violences urbaines qu'on a pu observer en 2005 et à l'été 2023, puisque c'est souvent à la faveur de faits de violence et de leur médiatisation que les modèles familiaux des migrants et des migrantes sont évoqués et que les dynamiques de transmission intergénérationnelle peuvent être abordées. Par exemple, en 2005, on a beaucoup entendu parler de l'influence de la polygamie, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui était une des explications des violences urbaines. Et à l'été 2023, on a beaucoup parlé un peu plus de la question de la monoparentalité. Dernièrement, j'ai vu aussi un article qui reprenait le pourcentage de jeunes issus de familles monoparentales parmi les personnes qui avaient été arrêtées. Ce que je vous propose, c'est de questionner ce que ces grilles de lecture occultent, c'est-à-dire ce qu'en disant, il y a des choses qu'elles laissent dans l'ombre et je pense que parfois c'est intéressant aussi d'analyser les silences et les non-dits. Et moi, il me semble qu'il y a 4 aspects que ces grilles de lecture laissent dans l'ombre et sur lesquels il est intéressant d'insister. Premier aspect laissé dans l'ombre, l'ampleur des restructurations familiales auxquelles donnent lieu les migrations et la grande diversité des modèles familiaux qui en découlent, au plus loin de leur avatar médiatique un peu réifié. Deuxième point, la pluralité des parcours des descendantes et des descendants de migrants, aussi bien en matière de parcours scolaire que de parcours sur le marché de l'emploi, que par la suite de parcours conjugaux. Troisième point, la complexité pour ces derniers de l'exosocialisation, notamment du fait des stigmates dont les modèles familiaux peuvent être porteurs. Et là, je pense que s'intéresser à qu'est-ce qui est valorisé par l'école aujourd'hui, c'est aussi penser cette question-là. Et enfin, et je ne m'arrêterai pas là-dessus, mais je pensais que c'était important de le souligner, les failles de la puissance publique en matière de protection de l'enfance, qui peuvent, je pense, expliquer certains parcours délinquants, mais qui sont rarement mis sur le devant de la scène. À l'inverse, je voudrais vous proposer, je conclurai là-dessus, l'intérêt d'un regard qui soit au plus près des vécus individuels et qui permette de comprendre les relations de parenté dans leur diversité, dans leur pluralité, dans leurs difficultés, les reconfigurations qui peuvent être liées aux migrations, mais aussi aux évolutions scientifiques et sociodémographiques. Et enfin, ce malentendu qui peut jalonner les relations entre jeunes et institutions. Voilà, je vous remercie. Bien, écoutez, oui, soit vous nous rejoignez, soit vous restez. N'oubliez pas votre micro, s'il vous plaît. Merci. Bien, écoutez, je vous remercie de cette intervention très documentée, faite avec beaucoup de conviction, de dynamisme. On sent que, vous êtes vraiment au cœur de votre sujet. Alors, on va consacrer une 10-15 minutes à des questions, quitte à y revenir un petit peu plus tard en fin de matinée. Et je vais donc poser la question qui fâche toujours un petit peu au début, puis après, bon, ça s'échauffe et ça va tout seul. Qui a envie de poser une question ? Des micros vont circuler sans doute dans la salle pour venir étayer la parole de ceux qui veulent la prendre, de celles ou ceux qui veulent la prendre.
Pas de questions, bonne question. Bien, alors moi je vais juste... j'ai 2-3 questions, ou je ne sais pas comment, réactions peut-être. Oui, je voulais appuyer dans un premier temps, lorsque vous avez abordé la question des différences culturelles, juste un fait qui m'est revenu à l'esprit. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure à travers la communication de Jean-William Wallet, que je lirai. C'est que chez les Marquisiens, par exemple, je crois que c'est Michael Dufresne qui a écrit un enfant n'a pas de, enfin, il n'y a pas de père biologique véritablement reconnu. Bon. Donc un enfant, quand il veut quelque chose, il s'adresse à un premier homme qui est proche de l'entourage de sa mère, bien sûr. Si celui-ci lui refuse, ben, il va en voir un autre. Et puis, si celui-ci lui refuse, ils vont en voir un troisième, jusqu'à ce qu'il obtienne satisfaction. Bon, je trouve que c'est une modalité éducative, un style éducatif qui est tout à fait intéressant, surprenant, pour nous peut-être, mais bon, après tout, ce sont des choses qui, comme vous l'avez souligné, font marcher le monde et nous introduisent à une différence dont nous pouvons peut-être tirer parti. Pas de questions pendant ce temps-là ? Oui, une question au fond, merci. Le micro arrive. Je vous demande juste de vous présenter en, mais vraiment, 2 mots. Oui, s'il vous plaît, bonjour. merci. Donc, je suis Malika Damba de l'association Lire pour Vivre à Orly. Oui. Alors, moi, ce n'était pas forcément une question, mais juste une observation. C'est que, est-ce qu'il a été fait, enfin, ça peut être une question aussi, est-ce qu'il a été fait des études sur les parcours scolaires des enfants issus de l'immigration, de la première vague d'immigration, entre les premiers de la fratrie et les derniers? Parce que souvent, par expérience, on constate que le vécu des premiers enfants d'une fratrie et le parcours, que ce soit scolaire ou d'intégration, n'est pas du tout le même que sur les enfants qui arrivent en tout dernier. Je vous remercie. Et merci, c'est un point qui est vraiment important. Alors, je n'ai pas de référence d'études en tête, mais je sais qu'il y en a, mais je n'ai plus les références spécifiques. Mais effectivement, la place dans la fratrie, elle est importante à plusieurs niveaux. Un des aspects, c'est aussi les attentes qui pèsent sur les uns et les autres, et qui ne sont parfois pas les mêmes entre aînés et cadets. On peut, dans certaines familles, observer que les aînés ont un poids spécifique sur les épaules. Et que les parents peuvent être un peu plus cool avec les derniers. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu observer autour de moi. Et la deuxième chose, c'est aussi l'élargissement de la communauté des éducateurs, en fait. C'est-à-dire que quand les grands frères et les grandes sœurs peuvent suivre les devoirs à la maison, ça peut créer aussi des dynamiques favorables aux apprentissages. Mais malheureusement, je n'ai pas d'études spécifiques à vous proposer, mais je pense qu'il y a des choses là-dessus en sociologie et de l'éducation, et je suis même certaine qu'il y en a beaucoup. Merci. Merci. Autre question ? Bien, Mohamed ? Oui. Voilà, c'est toujours... Ah, on va me donner... Je pense que c'est toujours des... C'est comme le diesel, ça commence doucement, mais vous allez voir, ça va venir. Diesel. Voilà. Alors, moi, c'est le bilinguisme qui m'intéressait. Dans le temps, c'était passionnel, des débats sur le bilinguisme. Et je pense, est-ce que ça se pose plus? Est-ce que c'est dépassé? Parce qu'avant, il y avait des cours dans les écoles, dans les lycées. Et maintenant, il n'y a plus cette effervescence d'antan. Qu'est-ce que vous pensez? Alors moi, je vous fais un petit retour d'expérience sur un projet européen auquel j'ai participé il y a 2 ans sur la promotion du kamishibai. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un outil pédagogique avec une espèce de théâtre japonais qui vise à favoriser non pas le bilinguisme, mais le plurilinguisme, et qui est employé partout en Europe. Donc il y a une association, je ne sais pas si elle est présente, qui s'appelle Dulala, d'une langue à l'autre, qui travaille beaucoup sur ces questions, qui a été fondée par une sociolinguiste, si je ne dis pas de bêtises, pour justement promouvoir le plurilinguisme à l'école. Et donc la sociolinguiste, alors je parle en son nom, donc c'est toujours un peu délicat, mais néanmoins je crois que la création de l'association est née de sa rencontre avec l'école française, donc elle venant d'un autre pays européen, et réalisant qu'à l'école, le fait de parler une autre langue à la maison était plutôt considéré comme un facteur
d'échec scolaire. Alors que c'est exactement l'inverse que montrent les recherches en sciences de l'éducation, montrent qu'au contraire, il y a des connexions, alors je parle vraiment de manière un peu généraliste, mais qu'il y a des connexions neuronales qui sont très favorables par la suite à l'apprentissage d'autres langues vivantes et que du fait, le plurilinguisme vécu dans la petite enfance est très favorable par la suite à la réussite scolaire, à condition qu'il ne soit pas disqualifié. Voilà, donc ça c'est un premier point. Et un deuxième point, c'est qu'effectivement, il y a des recherches qui sont menées au niveau européen et qui sont portées par des acteurs associatifs très expérimentés, avec des outils très ludiques et très issus de l'éducation populaire, pour justement promouvoir le plurilinguisme à l'école et un plurilinguisme qui englobe aussi bien les langues régionales, les langues des parents, les langues d'autres pays avec les correspondants, etc. et qui permet de réaliser des belles initiatives. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder l'action de l'association du Lala qui est très implantée en Île-de-France, mais pas seulement, et tous les outils pédagogiques qu'ils ont pu mettre en œuvre, destinés à la fois aux enseignants, à la fois aux enfants, avec des petits livres pour les enfants qui sont très chouettes. Merci. Oui, une question. Bonjour, Alissa Talidiaï, présidente de la fédération GAMS. Je voulais vous poser la question suivante par rapport à votre étude. Est-ce que vous étiez essentiellement, votre public c'était les jeunes, ou est-ce que vous avez rencontré aussi les parents, ou en tout cas des adultes, pour mettre un peu plus en perspective la dimension culturelle et pratique et éducative? Parce que je sais que votre présentation, voilà, vous êtes limité dans le temps et je ne le voyais pas vraiment ressortir la dimension, en tout cas au niveau des adultes. Merci. Donc l'observation et les entretiens, c'était principalement avec les jeunes, mais après, au moment de l'analyse, donc dans un deuxième temps, quand j'ai voulu croiser un peu les données, j'ai interviewé des adultes, alors à la fois des professionnels, et puis j'ai eu la chance d'interviewer quelqu'un qui résidait sur un territoire où moi je travaillais auprès des jeunes, qui est... j'oublie son nom, je suis désolée, Gaston, le nom va me revenir, qui venait de finir l'écriture de ce livre qui s'appelle « Je suis noir et je ne mange pas de manioc ». Est-ce que quelqu'un... Voilà, Gaston Kellman, et donc j'ai pu l'interviewer, et je l'ai interviewé en lui présentant un peu les résultats de la recherche pour recueillir ses réactions. Donc voilà, j'ai nourri aussi l'analyse avec des entretiens ponctuels, avec des professionnels, mais aussi avec des écrivains. Mais c'était vraiment dans un deuxième temps, ce n'était pas l'analyse première. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Merci. Oui, bonjour, Ahmed Mohamed, psychologue clinicien, thérapeute familial. Moi, j'aimerais bien, par rapport à la famille, surtout les familles immigrantes, la question de l'économie psychique. Outre, par exemple, les réussites ou les échecs, quel est le coût psychique, justement? Et moi, en tant que thérapeute familial, je vois que dans des situations d'hétérogénéité culturelle, il y a, par exemple, des violences intrafamiliales. Donc, les conséquences, en termes, il y a toujours un paradoxe dans la réussite ou l'échec de l'immigration, mais quel coût psychique on peut payer? Merci beaucoup. Merci. Alors, je suis très démunie pour répondre à votre question parce que je ne suis pas du tout une spécialiste du psychisme. Parce que ce que j'observe, c'est plutôt des relations sociales. Donc, je ne voudrais pas répondre à côté. Ceci étant dit, j'observe qu'il y a aujourd'hui une réflexion qui est plus investie à tous les niveaux de la société sur la question de ces violences intrafamiliales. Et j'ai l'impression quand même que ça génère aussi... une attention particulière sur des phénomènes qu'il n'y avait pas forcément avant. Donc je pense qu'il y a quelque chose quand même qui est de l'ordre un peu de la prise de conscience, des enjeux de la lutte contre les violences intrafamiliales au sein des institutions, mais aussi au sein des familles. Voilà, mais je n'irai pas plus loin parce que je ne suis pas psychologue et que de ce fait, je pourrais vous répondre que des bêtises, malheureusement. Merci de cette réponse prudente. Oui.
Bonjour, Charlotte Serrano, je suis médecin généraliste et médecin scolaire à La Courneuve. Je reviens sur le bilinguisme. En fait, c'est maintenant un peu acté que le bilinguisme ou le plurilinguisme, que c'est bon pour l'enfant. Pourtant, c'est un petit peu dans les faits comme l'école inclusive, c'est bien en théorie, mais ça reste compliqué. Par exemple, nous, pour dépister des troubles du langage, on se dit, bon, bah, souvent, il y a un petit retard et c'est pas grave, mais voilà, on manque d'outils pratiques pour aller dépister des problématiques psychologiques de développement chez ces enfants-là. Et puis aussi pour les parents, d'accompagnement à la parentalité, en fait, si les parents sont allophones, ben, en fait, ils peuvent pas quand même faire leurs devoirs, accompagner les enfants dans leur parcours éducatif, ouais, réussite scolaire, réussite éducative. Et du coup, on revient sur quelque chose de très paradoxal, parce qu'on dit, mais c'est bien si on parle une autre langue à la maison, mais il n'empêche qu'on leur reproche aussi de ne pas pouvoir accompagner ses enfants. Et du coup, ça c'est un constat, mais pour formuler un peu une question, je me demande quelle place, souvent les migrants, ils peuvent nous forcer à penser, nous forcer des fois à bricoler, et puis à nous pousser à réfléchir et adapter à changer la société. Au niveau de l'institution, est-ce que vous voyez qu'il y a je sais pas, une espèce un intérêt pour penser, pour faire évoluer et pour adapter le cadre, et là on va parler de l'école, à ces enfants? Merci beaucoup pour ces retours. Alors ça va me permettre de préciser un petit point, mais je le précise vraiment sous votre contrôle, c'est-à-dire si c'est pas juste, n'hésitez pas à me contredire, mais il me semble que cette question du retard dans la parole et dans l'expression, elle se joue sur un âge très spécifique, je crois que c'est 2-3 ans, il me semble, et qu'après, la question ne se pose plus. Donc je pense que les difficultés que vous évoquez, elles se situent à cet âge très particulier, finalement, de l'entrée en maternelle, en fait, il me semble. Hein. Voilà. Après, le deuxième point que je voulais souligner, et là, s'il y a des membres de l'éducation nationale dans la salle qui n'hésitent pas à me contredire, mais il me semble quand même que normalement, il n'y a plus de devoirs à la maison et qu'il y a une circulaire de l'éducation nationale qui le mentionne, il me semble. Hein, je parle sous votre contrôle. Donc, théoriquement, ce qui devrait se jouer, c'est plutôt l'attention portée à la scolarité et l'attention portée au fait que l'enfant ait un cadre de travail et que les apprentissages scolaires soient valorisés. Voilà, je pense. Mais je vois qu'il y a plein de réactions, donc allez-y. Merci. Effectivement, les devoirs, il n'y a plus de devoirs officiellement. La réalité est tout autre. Hein. Ça, c'est un fait acquis. Ce qui n'est pas acquis, c'est que des parents migrants qui n'ont pas été scolarisés sont quand même capables de suivre l'éducation et la scolarité de leurs enfants. Il faut absolument que l'on comprenne qu'on n'a pas besoin d'avoir Bac+5 pour pouvoir surveiller, aider, accompagner son enfant dans sa scolarité. Hein, il y a des parents qui sont tout à fait attentifs et qui n'ont pas besoin de ces grandes études. Et les enfants savent reconnaître combien les parents les aident, même s'ils ne sont pas capables de traduire Homère ou tout ce que vous voulez. Il y a là quelque chose d'injuste sur les parents. Parce que vous n'avez pas fait d'études, vous ne serez pas capable. Ce n'est pas vrai. On peut leur dire, tout parent peut suivre la scolarité de son enfant. Bien, je vous remercie. Vous voulez réagir ? Une dernière réaction, merci beaucoup pour cette intervention. Je voudrais souligner un point qu'il a, je m'exprime en tant que militante d'un collectif de parents d'élèves dans le 93. Ce qu'on observe très concrètement, au-delà des dispositifs, parce que vous souleviez la question des dispositifs et de ce que l'école pouvait faire, en tout cas dans le 93, mais je sais que c'est vrai par ailleurs,
il y a un tel déficit de moyens que finalement les inégalités sont plus accentuées par l'école qu'elles ne sont résorbées. Et je pense que c'est vrai par ailleurs. Et cette donnée-là, elle est corroborée par les études qui portent sur la ségrégation ethnique, qui montrent que la ségrégation ethnique est plus forte dans les établissements scolaires qu'elle ne l'est à l'échelle du quartier, y compris dans les quartiers les plus ségrégés. Donc il y a un effet amplificateur des inégalités au sein de l'école qui est quand même observable sur beaucoup de territoires et qui est d'autant plus problématique, qui se heurte et qui nous met tous face au paradoxe de la méritocratie, c'est-à-dire cette méritocratie auquel je pense on a tous envie de croire et qui, dans les faits, parfois, et indépendamment de la bonne volonté des enseignants et des professionnels, parce que ce n'est pas de ça dont il s'agit, malheureusement reste une fiction. Merci. Madame, vous aviez une question. J'aimerais que vous reveniez, si c'est possible, sur le dernier point de votre conclusion. Je reviens sur les violences intrafamiliales. La question de la protection de l'enfance. Je suis travailleuse sociale en protection de l'enfance. Si je comprends bien, je l'entends, c'est absurde de mettre dos à dos le modèle traditionnel familial et, par exemple, notre modèle, les nouvelles normes en matière de famille ici en France aujourd'hui, n'empêche que quand on a des enfants placés, et j'aurais d'ailleurs presque les mêmes questions pour les grands précaires, etc., ils vont être regardés par des travailleurs sociaux qui sont issus d'un certain milieu, qui sont la classe moyenne en général en France. Ils vont être évalués et en 6 mois, on va devoir dire si le parent a ou pas des capacités, comment ils collaborent. Vous imaginez que les familles, elles cochent toutes les cases d'un modèle qui peut être très autoritaire et on a bien du mal à faire la part des choses. Et puis les enfants, dans le cadre du premier placement d'urgence, ils vont dire des choses qui disent mais cette famille, elle ne fonctionne pas comme il faudrait, comme il conviendrait. C'est pas une famille discussionnelle, il n'y a pas de coparentalité paisible, on ne prend pas la vie des enfants, ça mange n'importe quoi, n'importe quelle heure. Enfin bon, je passe les détails. Mais en tout cas, on est très en difficulté parce qu'on va évaluer avec des grilles qui sont complètement à côté de la plaque, quoi. Donc est-ce que vous avez, vous, des pistes de lecture, de réflexion, de travaux qui se mènent peut-être quelque part sur le territoire sur ces questions-là? Merci. Alors, 3 choses, et je vais essayer de ne pas répondre de manière trop subjective. Néanmoins, première chose, il y a, dans votre intervention, il me semble qu'il y a 2 points différents et qui nécessitent d'être distingués, même si aujourd'hui, ils composent la protection de l'enfance. Il y a la question du placement, d'une part, du choix ou pas de placer un enfant. Et il y a la question qui aujourd'hui, je crois, est majoritaire sur plusieurs départements, qui est le placement à domicile, qui, lui, nécessite cette forme de contractualisation entre travailleurs sociaux et parents, qui, à mon avis, n'est pas simple, y compris sur le plan des pratiques professionnelles, mais aussi quand on l'observe du point de vue du droit et du point de vue théorique. Et je vous renvoie aux travaux de Michel Créoff sur la question, qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui est la personne à l'origine du référentiel, enfin avec une équipe, sur la protection de l'enfance, et qui, c'est quand même très surprenant de demander à des parents dont l'institution juge qu'ils sont défaillants à certains niveaux, et parfois c'est absolument pas intentionnel, c'est juste un problème de dépression, etc., de contractualiser des choses avec un éducateur qui, parfois, sur certains territoires, moi je l'ai observé, ne vient qu'1 heure par semaine, et qui doit faire de l'évaluation du danger en 1 heure par semaine chez un parent qui sait à quel moment il arrive et qui met tout en place pour l'accueillir. Enfin, il y a quand même un paradoxe énorme dans ce placement à domicile qu'on ne doit pas perdre de vue et qui, en plus, ne doit pas être décorrélé des enjeux budgétaires. Parce qu'en fait, c'est une économie incroyable, le placement à domicile pour les départements. Donc, je pense que si ça s'est autant développé, c'est plus pour des raisons financières que pour des raisons de respect de l'harmonie de la famille et du lien parent-enfant. Deuxième tension qui est au cœur de la protection de l'enfance, c'est cette tension que le droit français ne tranche pas entre ce qui relève des droits de la famille et ce qui relève des droits de l'enfant. C'est une espèce de tension permanente et structurelle. Ce qui fait que, vous direz Michel Créoff, la protection de l'enfance, c'est le seul secteur qui n'a été réformé que suite à des faits divers. C'est absolument dramatique. Quand vous regardez les grandes évolutions de la protection de l'enfance au cours des dernières décennies, c'est toujours suite à un fait divers, et particulièrement un truc qui est plus propice à l'émotion qu'à la rationalité et à la réflexion. Et dernier point, problème majeur de la protection de l'enfance, c'est cette
question de la décentralisation et du poids budgétaire que ça fait peser sur les départements, alors qu'il n'y a pas forcément les moyens conséquents en face, et qu'en plus, les départements sont quand même tributaires d'orientation politique. Donc on voit des pratiques qui peuvent être assez contrastées d'un département à l'autre. Voilà, je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures, mais en tout cas, je voulais réagir au moins sur ces points-là. Bien, y a-t-il une dernière question? Il y a 2 dernières questions. Non, 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 non. Vous avez pris... Non, 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 la main s'est levée là, avant. Monsieur Oui. et... Bonjour. Enfin, ce n'est pas une question, juste signaler par rapport à ce que disait Madame tout à l'heure concernant le diplôme des parents ou pas diplômés. Je vous signale un très beau roman de Azouz Begag, qui est un chercheur à Lyon, qui s'appelle Le Gone du Chabat. Le Chabat, c'est un quartier populaire à Lyon. Et dans ce roman, Azouz Begag fait l'éloge de l'école et en même temps l'éloge de la parenté. Son père, analphabète, tous les soirs, il lui dit « Azouz, devant moi, tu vas faire tes leçons », alors que le père, il prend le livre à l'envers. Donc, tout est possible. Le père peut ou la mère peuvent faire quelque chose dans l'éducation de leurs enfants. Voilà. Oui, oui, tout à fait, un film aussi. Bien, monsieur. Oui, bonjour. Sami Mamlouk Atrap, je suis en charge de la réussite éducative et hier ou avant-hier, j'ai une petite anecdote qui me fait beaucoup penser à ce qui s'échange là et je serais très intéressé pour savoir si il y a des pistes, il y a des sujets, il y a des pistes pour aborder le sujet. C'est un temps de travail entre professionnels sur la situation d'enfants et on parle d'une jeune qui a 13-14 ans, qui est arrivée depuis 2 ans en France de Côte d'Ivoire, qui ne connaît pas du tout la langue française, qui se retrouve dans une classe de 4e ordinaire. Et puis, quand on essaie de voir comment on peut aider cette petite, dans l'échange, on a dit qu'elle a 0 de moyenne en français. Voilà. Et il y a la liste de toutes ces notes avec un 0 en français, 0 partout et très, très faible note. Et ça donne le sentiment que au sein de l'institution scolaire, on ne mesure pas la violence que cet enfant vit, qui au domicile s'entend dire qu'elle est nulle, elle est bête, parce qu'elle a des mauvaises notes à l'école, alors qu'elle se retrouve avec les mêmes attentes que les autres enfants de son âge, et qui se retrouvent sanctionnés de notes comme ça, quoi. Et je trouve ça choquant. Et l'institution scolaire est en peine à pouvoir répondre aux questions qu'on pose par rapport à ça. Donc je ne sais pas si ça a été travaillé dans d'autres territoires, de réagir à des notes comme ça qui sont données à des enfants qui ne maîtrisent pas la langue. Merci. Non, mais juste pour savoir si elle avait été scolarisée au préalable en UPE2A ou pas. Non, pas de place, pas de... Voilà, il faut se battre déjà pour qu'elle soit scolarisée et quand elle arrive, elle est scolarisée où ils peuvent et puis les enseignants font aussi comme ils peuvent avec le même contrôle donné à tout le monde. Et comment l'école gère ça? Est-ce que ça fait sujet ou est-ce que finalement c'est un dommage collatéral, la pauvre? Je pense que les enseignants du PE2A sont formés, en tout cas moi, ceux avec lesquels j'ai été amenée à échanger, ils sont très formés, très sensibles à ces dimensions-là, donc que la langue ne soit pas une barrière et de favoriser les apprentissages. Après, ce que vous évoquez en matière de manque de moyens et d'impossibilité d'accès à la classe UPE2A, je pense que c'est peut-être un axe, en tout cas, de... Oui, et la notation, bien sûr. Oui, c'est surtout la question de la notation qui est choquante, avec le retentissement que vous évoquiez. Je peux dire un mot un peu. Oui, mais ça peut être un cas où il faut un accompagnement autre que celui de la famille ou de l'école. C'est cette personne, peut-être, il y a un harcèlement, on voit qu'il y a un blocage quelque part.
parce qu'il y a des classes de rattrapage, il y a des classes spécialisées. Donc, c'est un cas qu'il faut quand même, en dehors de la famille et de l'école, il faut faire intervenir un psychologue, il faut intervenir quelqu'un. Donc, c'est pas un cas généralisé, c'est un cas bien particulier. Donc, il faut qu'il y ait une réponse bien particulière à une situation. Et non pas rester, le laisser comme un ballon de ping-pong entre la famille et l'école. Donc, de voir s'il n'y a pas une répression. Voilà. Et puis là, je dis un mot, s'il me permet, mon cher ami le modérateur. J'ai fait une étude dans les années 70, début 80, sur des familles qui sont venus du bled, comme vous avez dit, des blédards, mais ils sont venus de la campagne, et durant les années, les 30 glorieuses, les gens, on les fait venir de la campagne. Ici, vous avez cité Abdelmalek Sayad, et on appelait Monsieur Mora. Il y a un monsieur Mora qui part dans la campagne, et il fait des appels. Donc, on fait un appel pour que les gens qui veulent partir en guerre, c'était avant, dans les années 40, 30 pour tout ça, et puis par la suite pour l'émigration à la guerre du travail. Et c'était donc on mesure la santé, les dents, les muscles, et on fait les venir de la campagne. Donc, et ça s'appelle blédard dans la campagne. Ces gens-là que j'ai étudiés sont venus d'un regroupement villageois du nord du Maroc qui sont installés dans le nord de la France. Et le livre que vous pouvez trouver chez l'Harmattan, c'est vieux maintenant, il s'appelle « Marocains du Nord ». Ils sont venus du nord du Maroc pour s'installer dans le nord de la France. Et je les avais suivis pendant 3 à 4 générations. Il n'y avait aucun de ces élèves ou de ces enfants qui sont devenus adultes, qui sont devenus parents, n'a eu des problèmes de prison ou de drogue ou autre. Donc, ils étaient dans un quartier qu'on appelle le Petit Maroc en plus. Et pourquoi ? Parce que quelquefois, on oppose les parents à l'école. Or, les parents, ils ont notre devoir. C'est affectif. C'est de donner un sens de la vie. Et ces gens-là, qu'on se dit blédards, ils ont un savoir-vivre qui est celle d'aimer leurs enfants, celle dont on vient de parler, qui n'ont pas été à l'école, mais ils étaient à l'école de la vie. Et c'est des gens qui travaillent. Donc ils ont appris, parce qu'ils étaient tous, heureusement, dans des usines, et ils donnaient l'exemple de travail. Ils se levaient tôt, ils travaillaient, ils acceptaient la dureté de la vie. Et donc ces enfants, ils ont acquis un savoir-vivre et une capacité de résilience. Donc voilà, c'est un petit peu de voir qu'il n'y a pas que l'école et les parents antagonistes entre eux, mais aussi il y a la vie. Est-ce que les parents les valorisaient dans leur culture? C'est pour cela qu'on parle des représentations et non pas les préjugés. Donc on est dans les représentations et la valorisation de cette culture millénaire, que ça vient d'Afrique, que ça vient d'ailleurs, ou du Moyen-Orient, ou d'Asie. Donc, c'est des cultures. Mais est-ce qu'on aime plus sa maman ici en France qu'en Thaïlande? Est-ce qu'on aime ses enfants plus ici qu'en Martinique, par exemple, ou en Guadeloupe, ou en Amérique latine, ou dans n'importe quel pays d'Afrique? Donc, c'est l'amour aussi, valoriser les parents dans l'amour qu'ils portent à leurs enfants. Et ce que je disais, moi, aux enfants, mais vous savez, vos parents, ils ont traversé des montagnes, des mers, et regardez comment ils travaillent. Ils n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, mais vous allez à l'école. Le matin, vous buvez du lait et du chocolat avec... et du pain, alors qu'eux, ils allaient à l'école, ou ils n'allaient pas à l'école, ils allaient au champ pour travailler. Donc c'est un petit peu d'avoir un langage de valorisation, de respect de l'autre, et les parents, ils sont à l'aise. Et comme je viens de dire, quand les parents sont à l'aise dans leur vécu, eh ben, ils ont des enfants. Et je disais aux enfants, n'hésitez pas à parler entre vous le français, et puis avec vos parents, de parler quand vous pouvez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une restriction de comment il faut faire. Il faut être à l'aise dans la vie. Hein. Comme dirait
Et Jabran, Khalil, le prophète, si vous l'avez lu, les enfants, ils ne sont pas vos enfants, ils sont les enfants de la vie. Donc les parents donnent la vie et ils les accompagnent jusqu'à ce qu'ils perdent leur vie. Et l'école, il y a ce que je disais assez souvent à des professeurs, des instituteurs dans le temps, eh bien vous allez les voir une année ou deux, mais les parents, ils leur ont donné la vie, ils vont les suivre pendant toute la vie. Donc voilà, c'est un petit peu comment essayer que chacun joue son rôle, mais être à l'aise dans son rôle. Et si on a un cas, comme vous venez de dire, eh ben, il ne faut pas dire que c'est à cause des parents. Peut-être il y a des problèmes à l'intérieur des parents. Et moi, par exemple, j'avais un problème quand mon fils, je l'ai amené à la crèche, à 3 ans, comme vous avez dit. Je lui apprenais ma langue maternelle à la maison, mais lui, il confondait les deux. Quand il arrive à la crèche plutôt et à la maternelle plutôt, eh ben, il disait « donnez-moi le ma ». Donc, il y avait une personne qui dit « Mais qu'est-ce que tu dis ?» Il crie. L'enfant, je l'ai vu déstabilisé. J'étais voir la directrice. Et puis après, c'était la personne qui était dans une situation de mal-être et que ce n'était pas uniquement avec mon enfant, c'était avec tous les enfants. Et ils étaient obligés de l'arrêter. Donc, il y a quelquefois des cas, des situations. Il faut que les parents soient vigilants. Il faut que l'entourage soit vigilant. Et non pas jeter la responsabilité, c'est à cause de tel, ou c'est à cause de l'école, ou à cause des parents. Voilà. Merci. Bien, merci Mohamed. Une dernière question, on avait dit. Monsieur. Oui, je suis monsieur Daï. J'aimerais rebondir sur ce qu'a dit monsieur Samy. Alors moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi une petite qui arrive de la Côte d'Ivoire, moi je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, on parle le français à l'école, on étudie avec le français, et comment est-ce qu'elle arrive et elle se retrouve en classe de 4e sans qu'elle ne parle un mot en français? C'est pas possible. Sûrement que c'est un enfant qui n'est pas scolarisé. Et le gros souci qu'on a aujourd'hui, c'est que nos enfants, quand ils arrivent ici, on regarde l'âge qu'ils ont, même s'ils ne sont pas allés à l'école, on les met en 4e. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut revoir. Et je ne sais pas si c'est... Moi, j'ai un autre cas, parce que je suis à Trappes comme M. Samy. Il y a une petite de la Côte d'Ivoire qui est arrivée, qui a fait seulement un trimestre en Côte d'Ivoire en 6e, et on l'avait proposé de la mettre en classe de 3e. Et sa maman a voulu qu'on la ramène en 4e. Et cette petite-là, aujourd'hui, elle a des difficultés, des lacunes un peu partout. Et donc, voilà, il va falloir essayer de comprendre, c'est là aussi l'importance de l'interculture. Voilà, de savoir l'origine des enfants, d'où ils viennent. Voilà, parce que dire qu'un enfant vient de la Côte d'Ivoire, scolarisé, 0 en français, c'est pas possible. Merci. Oui, ça paraissait étonnant, mais bon. Bonjour, je suis Steph Taureau, l'association Musique et Santé. On travaille notamment à l'hôpital où on est en face de gens qui viennent des 4 coins du monde quand on vient faire de la musique dans ces espaces-là. Et je me posais la question, peut-être avez-vous étudié ou avez-vous des informations sur l'accès aux pratiques artistiques chez les personnes migrantes issues de l'immigration. Si on sait que, en fonction du milieu social d'où on vient, on peut s'autoriser, on peut se sentir autorisé à aller à fréquenter le conservatoire, par exemple, ou d'autres institutions culturelles. Donc voilà, est-ce que vous avez, vous, des choses qui mettraient en lien peut-être des difficultés d'accès ou pas sur les personnes migrantes et les pratiques artistiques? Merci. Vous voulez répondre en 2 mots? Alors, je n'ai pas d'éléments spécifiques, mais juste souligner que l'art, c'est un ensemble extrêmement large, en fait, et que nous, ce qu'on observe en sociologie, c'est que, là, on a tous les travaux de Bourdieu, Passeron, etc., sur la distinction, c'est qu'il y a des écarts qui peuvent être des véritables freins entre ce qui va être considéré comme culture légitime ou pas. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est de considérer l'ensemble des pratiques artistiques. Et dans ce cas-là, on se rend compte qu'il y a des pratiques un peu partout dans le monde avec des formes très différentes. Et je pense qu'il y a un enjeu aussi à valoriser cette diversité en fait, des pratiques artistiques. Bien, je vous remercie. Nous terminons là donc les questions. Merci. Ne partez pas tout de suite. Je voulais juste moi, vous poser des questions. Je ne vous les poserai pas
dont vous y répondrez à un autre moment, mais je ne sais pas si ça relève véritablement de vos compétences. La migration, vous la prenez quand les gens sont arrivés, mais avant leur départ, y a-t-il un projet? Je ne vous demande pas de répondre. Absolument pas. C'est la question du projet, de l'imaginaire, de la représentation de ce que peut être la vie quand on est ailleurs, avec qui, avec les circonstances. Ça m'intéresse énormément et je pense que ça peut contribuer aussi à expliquer pas mal de comportements. Vous avez établi tout à l'heure une coïncidence, une corrélation, je ne sais pas trop comment l'appeler, entre tout se passe bien, en gros, hein, je schématise extrêmement, tout se passe bien jusqu'à l'orientation. Or, l'orientation, c'est tout de même en 5e, 4e, elle coïncide avec quelque chose qu'on appelle adolescence, qui est très perturbatrice. Quelle est la part de l'un et de l'autre? Alors, c'est une question extrêmement difficile à laquelle, à mon avis, on ne peut pas tellement répondre, mais je crois qu'il est peut-être bien de regarder si on peut apporter quelques questions. Voilà, bon, j'en avais d'autres, mais je ne vais pas retarder l'intervention de l'intervenante suivante, qui est Madame Marie-Laure Cadar.